Oliver Twist, chapitre 12, qui voit la fin de Sykes et explique bien des mystères. Dans le secteur de la Tamise voisin de l'église de Rothright, où les massues sur les berges et les bateaux amarrés aux rives sont les plus noircis par la poussière des charbonniers, et la suie que crachent les maisons basses des alentours, se trouve la plus crasseuse et la plus étrange des diverses localités que Londres renferme. L'île de Jacob. Elle est entourée d'un fossé boueux, profond de 8 pieds, large de 20, qu'on peut laisser se remplir à marée haute en maintenant ouvertes les anciennes vannes du moulin de Lynn Mills. Le visiteur qui s'arrêtait sur une des passerelles qui enjambent ce fossé découvrirait avec surprise un spectacle de galeries de bois vermoulu courant d'une maison à l'autre, de fenêtres brisées, de pièces petites, sales, confinées, où l'air semble trop vicié, même pour la misère noire qu'il brasse. Les maisons n'ont plus de propriétaires, ni de portes, n'y entrent que ceux qui ont le courage. Ils y vivent, certains y meurent. Mais pour y chercher refuge, il faut qu'ils aient une solide raison de se cacher ou de désespérer. À l'étage d'une de ces bicoques, une bâtisse à peu près ruinée, mais dont les portes et les fenêtres étaient barricadées, il y avait 2 personnages que le lecteur a déjà eu le plaisir de rencontrer, et qui n'étaient autres que Toby Crackit et maître Charles-Batt. « Alors comme ça, le vieux Fagin s'est fait prendre, » dit Toby. « Cet après-midi, dit Charlet, sur le coup de 2 heures, quand les flics ont enfoncé la porte, je me suis tiré par une cheminée. » « Il s'est quand même fait cravater, cette vieille crapule, » dit Toby d'un ton joyeux. « Et les autres ?» demanda-t-il. « Le filou a pu se tirer aussi, » répondit Charlet. « Mais il courra plus longtemps. Ils le connaissent. S'il se tient pas peinard, il est cuit. » « Betty ?» Pauvre Betty. Elle était même plus dans les parages. Elle est allée voir le cadavre de Nancy pour l'identifier. Et quand elle est sortie de la morgue, elle gueulait. Elle se cognait la tête contre les murs. On lui a passé la camisole de force, et elle est à l'hosto depuis. Un bruit se fit alors entendre en bas, une sorte de grattement. « C'est quoi ça ?» demanda Charlet, dont le cœur, depuis l'alerte de l'après-midi, battait toujours un peu trop vite. « Je sais pas, dit Toby, je vais voir. » Il descendit, ouvrit, puis remonta. Un chien blanc entra avec lui. « Le clébard est tout seul ?» dit Toby, en s'épongeant le front. « Bill a dû l'abandonner quelque part, et le chien l'aura cherché ici. » Charles-Batt approuva de la tête. Il était extrêmement pâle. Un long moment s'écoula, sans que personne ne parle. La nuit venait. Ils fermèrent les volets en silence, allumèrent une chandelle. Ce fut alors qu'on frappa doucement à la porte d'en bas, d'une façon particulière. Le chien se mit à grogner sourdement. « Je descends voir, dit Toby. Toi, planque-toi, on ne sait jamais. » Maître Batt disparut lestement dans un réduit attenant à la pièce. Toby remonta, entra derrière lui un homme dont la figure était presque entièrement cachée par un foulard sombre. Il le dénua, visage blême, yeux caves, joues creuses, barbe hirsute de 3 jours, haleine courte. Ce n'était plus que le fantôme de Bill Sax. Il posa la main sur le dossier d'une chaise qui était au milieu de la pièce, mais au moment de s'y laisser tomber, il regarda par-dessus son épaule et tira la chaise contre le mur, le plus près possible du mur. Là, il s'assit. Aucune parole n'avait été échangée. Enfin, la voix sourde de Sykes rompit le silence, ce qui fit sursauter Toby, comme s'il ne l'avait jamais entendu auparavant. « Comment ça se fait que le Kleps, qui l'a ramené ?»« Il est venu tout seul, » répondit Toby en chuchotant presque. « C'est vrai que Fagin... Ouais, ils le tiennent. » Suivit un long moment de silence. « Est-ce on l'a enterré ?» demanda encore Sykes. « Je sais pas, » répondit Toby, l'air mal à l'aise. « Je crois que non. Faudrait lui demander à lui. Il doit savoir. Et petit... » Charles-Batt sortit de sa cachette. Quand il se vit face à Sykes, il fit plusieurs pas en arrière. « Qu'est-ce que t'as »
dit l'assassin en se levant. « Tu me reconnais pas ?»« Bouge pas, dit Charlet avec horreur. « J'ai pas peur. Et si la police vient te chercher, je te dénoncerai. Tu peux me tuer si tu veux, ou si tu oses, si je suis ici. Je te livrerai au meurtrier, à l'assassin !» En poussant ses cris et en gesticulant considérablement, Charles Batte se jeta tout seul sur Sykes, et sous l'effet de surprise, le fit tomber lourdement. Toby ne fit pas un mouvement. Le garçon et l'homme roulèrent sur le sol. Le premier, sans se soucier des coups qui lui pleuvaient dessus, continuant à crier de toutes ses forces. La lutte, cependant, était trop inégale pour durer longtemps. Sykes tenait le gosse sur le dos, son genou sur la gorge, quand Craquic le prit par l'épaule, et, l'air épouvanté, lui montra la fenêtre. Il y avait des lumières en bas, des bruits de voix, des pas qui résonnaient, le piétinement de toute une foule qui traversait sur les passerelles. « Au secours !» hurlait Charlet, d'une voix aiguë. « Il est ici !»« Ouvrez, au nom du roi !» disaient des voix dans la rue. Et le tumulte de la foule s'enflait sans cesse. « Enfoncez la porte !» hurlait le garçon. « Ils ouvriront jamais !» Des coups violents et répétés ébranlèrent la porte et les volets du rez-de-chaussée, accompagnés d'un énorme « Hurrah !» jaillit de la foule, ce qui put donner une idée précise de son importance. Sykes courait çà et là, traînant le garçon avec lui aussi aisément qu'il l'eût fait d'un sac de noix. Puis il le poussa dans le placard où Charlet s'était déjà caché et l'enferma à double tour. Dans la rue, on trépignait, on criait qu'il fallait mettre le feu, on demandait aux policiers de tirer dans les fenêtres. Une voix s'éleva, dominant le tumulte. « 20 guinées, à qui apportera une échelle ?» « La marée est basse, » s'écria l'assassin. « Avec une corde, je peux descendre dans le fossé et filer par là. Donne-moi une corde, Toby. » Dans le réduit que Toby lui désigna du doigt, Sykes prit la plus longue et la plus forte. Puis il grimpa en courant l'escalier qui menait en haut de la maison, poussa le vasistas et sortit sur le toit. Des cris saluèrent l'apparition de l'assassin. Il rampa jusqu'au bord du toit et regarda en bas. Le fossé n'était qu'un lit de vase. Dès que la foule devina les intentions de l'assassin, elle comprit qu'elle était irréalisable et poussa un hurlement de haine et de triomphe. On entendit la porte d'entrée céder sous les coups de la police. L'homme était resté immobile, accroupi sur le toit, paralysé par la fureur de la foule et l'impossibilité de fuir. Mais le bruit le remit debout, déterminé à se jeter dans le fossé et à essayer, au risque de s'y noyer dans la vase, de profiter de l'obscurité pour s'échapper. Il attacha l'un des bouts de la corde au tuyau de la cheminée et fit à l'autre bout un nœud coulant. Ce fut l'affaire d'une seconde. Il se laisserait descendre près du sol, grâce à la corde, puis la couperait pour se libérer. Il tenait son couteau ouvert à la main. Au moment précis où il passait sa tête dans le nœud pour fixer la corde autour de ses aisselles, il regarda derrière lui, leva les yeux au-dessus de sa tête et poussa un cri de terreur. « Encore les yeux !» dit-il d'une voix qui n'était pas de ce monde. Il chancela, perdit l'équilibre, bascula par-dessus le bord du toit. Le nœud coulant était autour de son cou. L'assassin tomba, pendant 35 pieds. La corde se tendit comme un arc. Il y eut une brusque secousse, une terrible convulsion de tous ses membres. La vieille cheminée trembla sous le choc, mais elle résista bravement. Le corps sans vie de l'assassin vint pendre contre le mur. Un chien qu'on n'avait pas vu jusque-là se mit à courir au bord du toit. Il s'arrêta et émit un ululement avant de prendre son élan et de sauter sur les épaules de l'homme. Il manqua son but et tomba dans le fossé, la tête contre une pierre.
ce qui fit jaillir sa cervelle. 2 jours plus tard, vers 3 heures de l'après-midi, Oliver arrivait au bord de la ville natale. Madame Mélie, Rose, Madame Bedwin et le docteur Losberne étaient avec lui, dans une berline de voyage. Monsieur Bronslow suivait dans une chaise de poste, avec un personnage dont il n'avait pas voulu révéler le nom. « Voyez, s'exclamait-il, ce sont les haies derrière lesquelles je me suis caché, et là, le chemin qui mène à la ferme où j'ai vécu. » Ce fut ensuite la ville. Il y avait la boutique de Monsieur Sowerberry, comme avant, sauf qu'elle était plus petite que dans son souvenir. Il y avait la charrette de Gomfield, devant le café, avec l'âne, qui l'attendait. Il y avait le dépôt de mendicité, la prison de sa jeunesse, avec toujours le même portier décharné près de la grille, et cette allure sinistre qui le fit frissonner de terreur, avant qu'il n'éclate de rire. Il y avait des gens devant les portes, et des visages aux fenêtres qu'il connaissait. Tout était comme s'il avait quitté la ville seulement la veille, comme si sa nouvelle vie avait été juste un rêve. C'était pourtant la réalité. On s'arrêta devant l'hôtel principal de la ville, qui semblait autrefois un palace aux yeux éblouis d'Oliver, et qui, depuis, avait beaucoup perdu de son lustre et de sa majesté. Monsieur Greenwing, arrivé du matin, les accueillit en souriant. Le dîner était servi. Quand on se fut restauré, tout le monde passa au salon, où parurent à leur tour M. Bronslow et un personnage dont la vue arracha un cri à Oliver. Cet homme, dont on lui avait déjà parlé, c'était son frère, Monks, lança au garçon un regard chargé de haine. Il vous reste à confirmer oralement tout ce que vous avez écrit chez moi, lui dit M. Bronslow, en posant la main sur la tête d'Oliver. Cet enfant est votre demi-frère, le fils illégitime d'Edwin Leaford, mon ami, et d'Agnès Fleming, qui est morte en le mettant au monde. Oui, c'est leur bâtard. Le terme que vous employez déshonore votre bouche, mais passons, il est né dans cette ville. Oui, au dépôt de mendicité, répondit Leaford avec impatience. Mais vous avez tous les détails dans le papier, là, que j'ai signé. Je veux aussi que tout le monde l'entende de votre bouche. Alors écoutez, dit Monk. Mon père est tombé malade à Rome, où sa femme, ma mère, dont il était séparé depuis longtemps, l'a rejoint. En m'emmenant, c'était sûrement pour s'assurer de sa fortune, car elle n'avait guère d'affection pour lui, ni lui pour elle. Parmi les papiers sur son bureau, il y en avait 2, datés du premier soir de sa maladie, une lettre destinée à cette fille, Agnès, et un testament. « Que disait-il dans la lettre ?» demanda M. Bronslow. « La lettre ?» C'était une feuille de papier gribouillée, dans tous les sens, avec une confession et des prières à Dieu, pour qu'il la secoure. Elle s'était fiée à lui, trop apparemment, et se trouvait à quelques mois d'accoucher. Il disait ce qu'il avait escompté faire, s'il avait vécu, et lui rappelait le jour où il lui avait donné le petit médaillon, et l'alliance sur laquelle il avait fait graver son prénom, en laissant vide l'espace où il espérait faire inscrire un jour son nom, comme nom de famille. Quant au testament, dit M. Bronslow, tandis qu'Oliver pleurait à chaudes larmes, Monks ne dit rien. Le testament, continua M. Bronslow, en parlant à sa place, était conçu dans le même esprit que la lettre. Il parlait des chagrins que lui avait causés son épouse et des mauvais penchants qu'il avait décelés chez vous. Il vous laissait à vous et à votre mère une rente annuelle de 800 livres sterling. Il avait du reste de sa fortune 2 parts égales, l'une pour Agnès Fleming et l'autre pour l'enfant. Si c'était une fille,
sa part d'héritage lui revenait sans condition. Si c'était un garçon, il était stipulé qu'à l'époque de sa majorité, il ne devrait pas avoir souillé son nom. Il espérait que le garçon tiendrait d'elle un cœur noble et une nature élevée. S'il était trompé, et à cette condition-là seulement, il voulait que cette part vous revienne, car au cas où ses deux fils seraient également mauvais, il vous reconnaissait un droit de priorité sur sa fortune. Ma mère, dit Lyford, en prenant soudain la parole, a fait ce que toute femme aurait fait. Elle a brûlé le testament. La lettre n'est pas parvenue à sa destinataire. Elle l'a conservée avec d'autres documents pour pouvoir prouver la faute de la jeune fille en cas de besoin. Le père d'Agnès a tout appris de sa bouche. Désespéré, il s'est réfugié au fin fond du pays de Galles, en changeant de nom. Peu de temps après, on l'a trouvé mort, dans son lit. Sa fille s'était enfuie un peu plus tôt. Il avait battu tout le pays sans la retrouver, et était mort de chagrin le soir où il était rentré chez lui, persuadé qu'elle avait mis fin à ses jours pour cacher son déshonneur. Il y eut un moment de silence, puis Monk reprit sa narration. Sur son lit de mort, ma mère m'a légué tous ses secrets, en même temps que la haine qu'elle avait vouée à cette Agnès. Elle ne croyait pas qu'elle était morte, mais qu'au contraire, elle avait eu un fils, et que ce fils était vivant. Je lui jurai solennellement que je m'acharnerais à le perdre, que je ferais tomber cet enfant de l'adultère, dans la fange et dans le déshonneur. J'avais bien commencé, et sans les bavardages d'une fille de rien, j'aurais atteint mon but. Voilà pourquoi, ajouta M. Bronslow, Édouard Lyford a payé Fagin pour faire d'Oliver un voleur, ce qui aurait permis au frère aîné de toucher l'intégralité de la fortune laissée par le père. « La bague et le médaillon ?» demanda le docteur. « Je les ai achetés à l'homme que je vous ai indiqué, qui les avait volés à une vieille sage-femme, qui elle-même les avait volés sur le cadavre d'Agnès, dit Lyford. Mais savez où ils sont. » M. Grimwig, qui avait disparu, entra aussitôt avec M. Bumble. « Je n'en crois pas mes yeux, s'écria ce dernier. « N'est-ce pas mon petit Oliver ? Ah, si tu savais combien je me suis fait de la bile pour toi. Voyez-vous, j'ai toujours aimé cet enfant, comme s'il était... Au fait, Oliver, tu te souviens du monsieur au gilet blanc ? Il est allé au ciel la semaine dernière dans un beau cercueil de chêne. » « Assez de blabla, le coupa M. Bronslow en désignant Lyford. « Dites-nous plutôt si vous connaissez cet homme. »« Jamais vu de ma vie, dit M. Bumble. Vous n'avez jamais non plus eu en votre possession un médaillon et une alliance gravée dessus, le prénom Agnès ? » ?»« Certainement pas, dit le bedeau. »« Comme il vous plaira, dit M. Bronslow. Si vous aviez reconnu vos fautes, nous vous aurions traité avec indulgence, car la nuit où la vieille garde-malade d'Agnès est morte, il y avait des témoins. Ils nous ont dit, et ils le confirmeront, qu'elle vous a confié le reçu d'un prêteur sur gage. Pas plus tard que le lendemain, en échange de ce reçu, on vous a remis un médaillon et une bague. Le prêteur sur gage vous connaît et témoignera lui aussi. À présent, vous pouvez disposer. » M. Bumble émit un gémissement et lança d'une voix aigre. « S'il a parlé, j'ai plus de raison de nier. Mais vous avez fait causer ces pouilleuses pour rien. Peut-être que j'ai eu et vendu ces objets, mais vous les retrouverez pas. Qu'avez-vous à redire à ça ? » ?»« Rien, dit M. Bronslow, sauf que nous ferons en sorte que vous ne puissiez plus jamais exercer une fonction de confiance. Allez. » M. Bumble, qui au fond n'en menait pas large, sortit. « Mademoiselle, dit M. Bronslow, en s'adressant à Rose, les quelques mots qui restent à dire vous concernent. Connaissez-vous cette jeune fille, Édouard Lyford ? »
Oui, répondit Lyforme. Je ne vous ai jamais vu, dit Rose d'une voix faible. Le père de la malheureuse Agnès avait 2 filles, intervint M. Bronslow. Qu'est devenue l'autre, la petite? Quand son père est mort dans un pays étranger sous un faux nom, elle s'est retrouvée sans une lettre ni un bout de papier qui aurait pu lui permettre d'identifier sa famille. Elle fut recueillie par des paysans pauvres, chez qui elle mena une existence misérable, jusqu'à ce qu'une veuve la prenne avec elle. Je l'ai perdue de vue pendant plusieurs années, pour la rejoindre seulement récemment. Savez-vous où elle se trouve maintenant? Ici, à côté de vous. Mais elle n'en est pas moins ma fille bien-aimée, dit madame Mélie, en attirant Rose sur son cœur. Et ta tante, Oliver? Je ne la considérerai jamais ainsi, répondit ce dernier, en lui passant les bras autour du cou, mais comme une sœur chérie. Respectons les larmes que versent ces 2 orphelins. Ils venaient de retrouver et de perdre un père, une mère, une sœur. Joie et chagrin étaient mêlés, mais leurs larmes n'étaient pas amères, car la perspective d'un avenir souriant et commun adoucissait leur douleur. Ils furent tirés de leurs effusions par un grognement de M. Grimwing, qui s'éveilla dans le fauteuil, où il avait fait un petit somme. « N'est-ce pas temps de dîner? J'ai tellement faim que je pourrais... » Un éclat de rire général fit qu'on n'entendit pas la fin de sa phrase.